On va parler de l'actualité liée à la protection des eaux avec bien sûr cette rencontre entre le chef de l'État et les forces navales, les ministres impliqués. Vous le savez, ce week-end, il y a eu, on va dire, une piraterie maritime au large du port autonome de Cotonou avec 9 membres de l'équipage du navire Bonita enlevés, à savoir 8 membres de l'équipage plus le commandant. Et pour revenir sur cette actualité, j'ai sur ce plateau Roosevelt Noumédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes promoteur de Awissi Web TV. Merci de répondre présent à notre appel. En face de vous, Latif Ouboni, qui est notre collègue maison. Latif, bonjour. Audio, je dis bonjour à chacun et bonjour à tous. Vous avez pu bien dormir, Latif? Ça va? Ça va, ça peut Ça aller. va? Bon, on est ravis de vous retrouver sur le matin. Et on va donc voir ces images qui nous ont été concoctées et proposées par Dieu, Donné Babatunde. C'est bien sûr sur cette rencontre entre le chef de l'État et ceux dont je viens de parler. On va suivre un peu. C'est une affaire de quelques minutes, enfin 1 minute environ, et on reviendra pour les échanges. Une réunion de crise du président Patrice Talon avec les acteurs de la sécurité maritime et les ministres concernés pour évaluer la situation de l'attaque pirate survenue au large des côtes béninoises. Cela témoigne de l'intérêt du sujet et de la volonté manifeste du président Patrice Talon de faire du Bénin un pays de paix et de sécurité. L'attaque du navire Bonita et l'enlèvement des membres de son équipage dans les eaux béninoises préoccupent au plus haut niveau le chef de l'État. Cet incident survenu le samedi 2 novembre 2019 ne fait pas bonne presse pour le Bénin. Les autorités béninoises le savent et Patrice Talon en premier. Réuni au palais de la Marina ce lundi 4 novembre 2019, le chef de l'État a rappelé aux forces navales la mission qui est la leur et les a exhortés à prendre les mesures idoines pour mettre hors d'état de nuire les pirates dans les eaux béninoises. C'est donc une séance d'urgence, mais avec de nombreuses mesures sécuritaires prises qui seront visibles dans les tout prochains jours pour mieux sécuriser les côtes béninoises et de ce fait participer à l'attractivité du port de Cotonou, un des poumons de l'économie béninoise. L'opération française Grande Afrique Nemo, démarrée le 28 octobre et qui devrait durer une dizaine de jours, participera aussi de la sécurité du golfe de Guinée auquel appartient le Bénin. Voilà. Latif Ouboni, comment expliquer la résurgence de la piraterie maritime? Non, c'est vrai que nous avons enregistré un cas samedi et que le jour suivant, on a enregistré un autre cas au large de Lomé, si vous voulez, du Togo. Mais ceci dit, je ne pense pas que nous puissions à juste titre parler de résurgence. La côte, notre côte, la côte du Golfe, donc, a toujours été, on va dire, sous cette menace-là, sinon sur l'expression même de cette insécurité-là. Et d'ailleurs, la région, comme au niveau international, les gens avaient les yeux sur la faiblesse, sur les failles de cette côte-là. La région, je disais, a pris conscience de cela. Il y a eu pas mal de rencontres dans ce cadre pour notamment essayer de mutualiser les ressources parce que qui dit sécurité ou insécurité maritime dit en même temps beaucoup de moyens. Et comme vous nous connaissez, nous pays, comme on le dit, pays sous-développés, il y a tellement d'urgence que aller engloutir des milliards dans la mer, ce n'est forcément pas la première chose à laquelle les habitants, les populations convient leurs dirigeants. Ceci dit, les gens essaient de mettre des mécanismes en place pour mutualiser les moyens. Mutualiser les moyens, c'est notamment voir des pays ensemble trouver, on va dire, une solution commune, mais surtout trouver des moyens de faire des patrouilles, on va dire, ensemble ou carrément renforcer en tout cas une certaine présence au niveau maritime. Tout ça demande beaucoup de moyens, mais tout ça demande beaucoup de sacrifices. Même si ces sacrifices-là sont consentis, ce n'est pas évident que d'un jour à l'autre qu'on rattrape ce retard-là face à ceux qui opèrent là-bas, les pirates parfois, on va dire, très en avance en matière technologique, surtout en matière d'armement. Mais ceci dit, les États n'ont jamais dormi pour peut-être sortir
on va dire, de cette idée de mutualisation. Ne l'oubliez pas, même au niveau national, les autorités déjà avaient dit leur envie et exprimé leur volonté donc de déployer les moyens. Voilà. C'est ça. Roosevelt Noumédon, c'est vrai que ce problème dure depuis plusieurs années. Latifou d'ailleurs l'a dit tout à l'heure que les États essayent de se rencontrer pour trouver des solutions. Mais pourquoi ça dure? Non, je pense que ce problème a existé et existera toujours dans la mesure où, vous savez, les individus mal intentionnés sont toujours agués. Et même si parfois il y a quand même un niveau élevé de sécurité, je pense que ces individus mal intentionnés sont toujours à l'œuvre et réfléchissent au jour le jour. En fait, ils actualisent leurs connaissances, leur manière d'agir afin de contrer les dispositifs sécuritaires mis en place pour les empêcher de mettre en exécution leur plan. Et je pense même que tout ce phénomène de piraterie maritime, ça peut arriver même aux grandes puissances parce que c'est quand même un investissement lourd. Et aujourd'hui, quand on parle de piraterie maritime, surtout dans le golfe du Guinée, je pense que c'est beaucoup plus les États membres qui partagent cet espace, qui mutualisent leurs efforts, comme l'a dit Latif. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens que ces États-là doivent réfléchir. Parce que je pense que le problème aujourd'hui, un seul État ne peut pas se lever et se dire qu'il est prêt à assurer sa sécurité maritime. Le Nigeria comme aussi, la lutte contre le terrorisme. Voilà. Même aujourd'hui, les pays occidentaux, ces pays développés qui se disent développés, n'ont pas encore ce moyen 100% de lutte contre le terrorisme. Et je pense aussi que la piraterie maritime vaut ce que vaut le terrorisme. Et je pense aussi que ces États, notamment aujourd'hui, le Nigeria a aussi subi le même problème. Et c'est ce qui a amené à un moment ces États, le Nigeria, le Bénin, le Togo et quelques pays, d'autres pays aussi qui partagent le golfe de Guinée, à vouloir mutualiser leurs efforts pour contrer cette affaire-là. C'est ça. Avec cette actualité, c'est le moment peut-être aussi de faire un mini-bilan de ce qui est fait en termes d'efforts dans ce domaine. Où en est le Bénin aujourd'hui en matière de protection des côtes? Latif Bouni. Non, je pense que le Bénin est déjà, on va dire, si ce n'est lancé, de toutes les façons, ça a été exprimé, la volonté pour les autorités béninoises d'avoir des moyens dernier cri en matière de surveillance. En réalité, le problème, il est là. Comment dominer votre espace maritime? Il faut surveiller. Comment le maîtriser? Il faut savoir qui bouge dedans. Comment le savoir? Il faut des radars qui sont, on va dire, les yeux capables d'avoir, on va dire, une vue générale, voilà, une vue maîtrisée sur cet espace-là. Oui, le Bénin a exprimé, en tout cas à travers ses dirigeants, sa volonté d'être à cette hauteur-là. Vous vous souvenez, il y a une entreprise d'un pays de l'Europe de l'Est, dont j'oublie le nom, qui avait cette entreprise-là, donc qui est dans les nouvelles technologies, qui avait été choisie pour notamment fournir à la fois les logiciels de surveillance au niveau maritime, mais surtout aussi au niveau des frontières terrestres aussi. Donc, je pense que nous sommes face à une nécessité qui exige beaucoup de moyens, beaucoup aussi de prudence au niveau des procédures, mais surtout qui requiert beaucoup de temps pour ne pas faire des choses, on va dire, dans les limites de l'à peu près. Donc, je pense que la procédure sans doute suit son cours et que d'ici là, on aura ces radars-là, mais ce système, surtout cette unité de surveillance complète. Mais une fois encore, ces choses-là, comme je le disais, requièrent beaucoup de patience. Avant ça, nous avons des moyens traditionnels qui sont notamment la marine, qui, on le sait, quelques années de cela avait eu beaucoup de moyens en termes de moyens de mobilité pour pouvoir faire des patrouilles. C'est vrai que tout ça reste à la limite de ce que nous pouvons faire comme effort, mais ceci dit, une fois encore, ce qui nous arrive n'est pas dû au manque de volontarisme de notre marine ou au manque même
d'un certain nombre de moyens mis en place, mais c'est plutôt l'expression d'une certaine voyoucratie qui atteint un niveau inquiétant. Parce que, vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, c'était plutôt du côté de, j'allais dire de la Somalie, la côte côté Somalie qui était pratiquement, on va dire, infranchissable, que de bateaux, que de bacs ont été, on va dire, piratés dans cette zone-là. Mais je pense que les interventions, parce que les grandes puissances ont été touchées à travers leurs bateaux, les interventions et les initiatives au niveau international ont très rapidement fait de déplacer le danger ailleurs. Malheureusement, ça nous touche, mais c'est un rappel pour nous dire, c'est vrai qu'il y a des urgences un peu partout, mais il faut plus de présence au niveau de nos côtes, parce que qui dit nos ports dit quand même en partie nos poumons, ou plutôt les poumons de nos économies. Donc je pense que ce réveil-là va accélérer ces produits lancés, ces initiatives lancées il y a un temps, pour que nous puissions finaliser la mise en place des unités de surveillance avec radar et ces moyens dernier cri. Très bien. Roosevelt, ces efforts sont-ils suffisants? Je pense que ces efforts, on doit aller au-delà de ces efforts, dans la mesure où, moi, la rencontre du chef de l'État le 4 novembre dernier avec les forces navales, je pense que ça vient à point nommé. Et qui connaît le président Patrice Talon, c'est un monsieur qui aime régler les problèmes dans leur profondeur, dans leurs racines. Je n'ai pas comme impression qu'il fera comme ceux qui l'ont précédé, qui ont évité d'attaquer le mal dans sa racine. Parce que est-ce que ce mal-là n'est pas une nébuleuse? Oui, mais je pense que quelle que soit la profondeur du mal, quand vous posez le diagnostic et vous réfléchissez à une solution, il y a des solutions à court, moyen et long terme qui peuvent régler une situation de façon durable et méthodique. Et je pense que le président de la République, moi j'ai foi que, vu les moyens qui existent déjà, parce que il y a eu la force navale aujourd'hui, les forces navales aujourd'hui ont quand même des patrouilleurs, ont à un moment donné eu un certain financement, un certain accompagnement au plan logistique pour pouvoir garder nos côtes. Et je pense que c'est certainement une faille sécuritaire qui a profité à ces pirates pour leur opération. Parce que, rappelons-le, juste quelques jours après, le Togo aussi a été victime de la même attaque. Disons le lendemain. De piraterie maritime. Et je pense que là, le président Patrice Talon va quand même mettre les moyens à disposition. Et il revient ici également. Et puisque, d'après la rencontre du chef de l'État avec les forces navales, il a été convenu de réfléchir de revoir la stratégie sécuritaire, de redéfinir les bases sécuritaires pour pouvoir contrer davantage ce mal. Et je pense également que les autorités compétentes, c'est-à-dire la base navale et la force navale, prendront également davantage en compte, mettront davantage de sérieux dans le travail qui se fait pour que, même si cela devait arriver, que ces pirates soient rattrapés au cours même de l'opération et qu'ils soient découragés à jamais. Parce que nous pouvons le faire. Et il faut aussi réfléchir du côté d'un certain partenariat. Aujourd'hui, la Russie, en matière d'armement, je pense qu'on a eu à faire ce débat et que le président Patrice Talon est revenu d'un sommet récemment. Je pense que si également on peut réactiver les choses de ce côté, ça peut véritablement nous aider, parce qu'aujourd'hui, en matière de sécurité maritime, la Russie est aussi une puissance avec quand même une révolution qui ne dit plus son nom. Et c'est autant d'actifs, autant de réflexion que le Bénin peut mener pour contrer cette affaire. Bon, je pense effectivement, bon, à pareille occasion, les pistes, penser à elles, on va dire, ça coule de source. Mais ceci dit, nos États aussi ne sont pas si faibles que ça. Nos États ne sont pas si dépourvus de moyens de réaction que ça. Juste que, comme je le disais, nous avons tellement d'urgences. Nous avons tellement de choses auxquelles il faut penser. Nous avons tellement de choses qu'il faut faire. En tout cas,
on a tout à faire en réalité. Donc, ce fait nous amène parfois à oublier, on va dire, le cœur, ou plutôt, on va dire, les choses même qui nous importent beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la configuration de nos espaces, on ne peut pas dormir tranquille tant qu'on n'est pas certain que nos côtes sont les plus sûres. Et ça, ma foi, il m'a semblé que nos pays, quand je dis nos pays, parce que ce débat-là dépasse ce qui est arrivé samedi, nos pays en arrivent souvent à oublier la mer, en arrivent souvent à oublier leurs côtes. Parce que, en réalité, stratégiquement, cet espace, sans être maîtrisé, ça voudra dire que qui veut vous assaillir et puis vous tient en réalité pas, je ne vais pas dire les couilles, non, vous tient en réalité dans la mer très facilement. Et donc, parce qu'il suffit juste de prendre le port, de prendre le port et puis une semaine après, vous êtes paralysé. Donc, je pense que ce dernier acte-là, cette piraterie qui est intervenue, vous avez dit, la finesse du chef de l'État dans sa façon de résoudre les problèmes, sans doute que ça sera la dernière piraterie, sans doute. Parce que, comme je le disais, nos États ne sont pas si forts que ça. Quand ils se souviennent de ceux qui participent à leur survie, quand ils ne l'oublient pas, ils peuvent faire efficacement face. Ils ne sont pas si faibles que ça. Non, ils ne sont pas si faibles que ça. Ils ne sont pas si dépourvus que ça. Ça. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est plus facile, je crois, de gérer cette question de piraterie maritime parce que il y a des moyens de surveillance qui ne sont pas, on va dire, avant, hier, on était obligé de survoler par avion forcément, d'être constamment sous les airs ou sous la mer avant de prendre possession en termes visuels donc de l'espace. Aujourd'hui, il n'y a pas ce besoin-là. Il y a juste à consacrer un peu de moyens. Il y a des logiciels de surveillance d'espace. Il y a aussi, comme nous l'avons tantôt souligné, des radars. Nos États, quand ils se souviennent, peuvent faire face aux menaces. Et je pense qu'au-delà même de l'aspect sécuritaire, il faut le rappeler, notre port, c'est le poumon de ce que nous avons comme économie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas spécialiste donc des questions économiques, mais les gens l'ont toujours dit, qu'ils soient dirigeants ou spécialistes. Et je crois que François Xavier ne dira pas le contraire. Ne dira pas le contraire. Donc, je pense qu'on n'a pas de choix. On ne peut que réussir la sécurisation et mieux que nous, le chef de l'État le sait, la marine aussi. Et je pense que s'il faut aller en Russie ou plus loin que ça, la solution sera trouvée. Et justement, dans ce cadre, le matinal de ce matin, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, pense que le chef de l'État, enfin le gouvernement, a anticipé ou anticipe sur les actes de piraterie. D'ailleurs, le grand titre du matinal, c'est « Aux grands mots, les grands remèdes ». Vous pensez que la réaction de l'exécutif sera vraiment à la hauteur de la forfaiture et puis aussi viendra en prévention des actes éventuels ultérieurs? Mais absolument, puisque le chef de l'État a pris son bâton de pèlerin et a pris les choses en main, je pense même que, pour revenir à ce que mon cher ami a dit, aujourd'hui, quels que soient les besoins que vous avez, vous ne pouvez pas mettre de côté la sécurité pour aller au développement sur tous les plans, dans tous les domaines. Pour tutoyer le développement aujourd'hui, ça part forcément par la sécurité. Parce que si vous consentissez des investissements dans un certain nombre de domaines pour amorcer votre développement et qu'à côté, la sécurité n'est pas garantie, quel investisseur viendra vous aider à faire tout là? Donc la sécurité est très importante. Et d'ailleurs, si vous observez ces pays-là qui tutoient aujourd'hui le développement, qui ont un certain nombre de niveaux d'émergence, ce sont des pays qui sont arrivés à un moment donné à mettre en place un système de sécurité durable et pour leurs frontières et pour leur espace, l'ensemble de leurs espaces et aussi pour leurs concitoyens. Certes, quel que soit l'investissement qui sera consenti, le niveau de sécurité ne sera jamais efficace à 100%. Même les pays développés n'en ont pas encore.
Néanmoins, ça amène quand même à réduire les facteurs de risque et à amorcer, à tutoyer le développement. Revenons à votre question. Oui. Et le gouvernement, le président Patrice Talon est déjà sur la bonne piste. Et je pense que c'est aussi des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique en ce qui concerne les dispositions qui seront prises. Parce que la sécurité, c'est aussi une affaire de discrétion. Voilà, de discrétion, de couvent. Voilà, si je peux m'exprimer. Mais ceci dit, par moment, il faut exposer, hein, parce que ça fait aussi, c'est-à-dire, être armé. C'est dissuasif. Oui, il faut les montrer parfois, parce que parfois, quand on est armé, de toutes les façons, on ne peut même pas le cacher, et c'est dissuasif. Je pense aussi, notre État a fait beaucoup d'efforts. Comme je le dis, les retards sont souvent très difficiles à se rattraper, parce qu'à la fois, vous courez pour attraper derrière, alors qu'il faut aussi avancer, c'est souvent compliqué. Et ça, je pense qu'on en est là. Sinon, oui, le régime actuel, le gouvernement n'a pas attendu en réalité un cas de piraterie avant de prendre à bras le corps cette question-là. Comme nous le disions, la question de radar à mettre sur toutes nos côtes, donc, et la question aussi de ce mécanisme de surveillance intégrale de toutes nos limites, si vous voulez, de toutes nos frontières. Cette question-là n'est pas venue aujourd'hui. Elle est même venue avant le cas d'enlèvement qu'on a eu, on va dire, à Tandieta, oui, au niveau du parc Pandjari. Et donc, je pense que ce sont des éléments aujourd'hui qui donnent raison, on va dire, à cette volonté exprimée par nos dirigeants et à cette orientation de nos dirigeants, parce que nous sommes là à toujours parler de développement, à toujours parler de l'école, la scolarité, si vous voulez, l'éducation, voilà, la santé et autres, mais tout ça, effectivement, ne saurait être pérenne que si nous avons une sécurité, on va dire, sans faille. Or, pour ce qui concerne la mer, nos côtes, c'est que c'est mélangé. L'économie, en même temps, est mélangée à la sécurité. Parce que n'oubliez pas, au-delà de cette piraterie où on fait des rapts, n'oubliez pas qu'il y a aussi des pays malins qui viennent même tranquillement pêcher à nos côtes, parce que nous avons une surveillance fébrile. Donc, on les laisse ramasser nos avoirs, nos ressources en termes donc nos ressources halieutiques. Donc, l'enjeu est de taille et nos dirigeants, bien évidemment, savent que c'est le cas. Ils ne dorment pas. C'est d'ailleurs la relance que j'allais adresser à Roosevelt. L'enjeu est de taille et le gouvernement en place a mis un accent particulier sur la sécurité. Oui, l'enjeu est de taille dans la mesure où, même si vous vous référez au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, c'est quand même des dispositions, c'est des choses qui ont été prévues pour sécuriser nos côtes. Même en dehors de la sécurité de nos côtes, il y a quand même des investissements qui sont prévus pour sécuriser l'ensemble des espaces du pays. Par exemple, je vous rappelle que il a été prévu dans le PAG, en ce qui concerne le domaine sécuritaire, que nos rues, on doit installer par exemple des radars au niveau des rues. En dehors de radars, il y a quand même des caméras de surveillance qui seront installées comme dans les grands pays pour surveiller au fur et à mesure tout ce qui sera l'ensemble des comportements déviants de la société. Et cela aussi facilite aussi le travail aux enquêteurs. Et je pense que c'est la même chose. Le président Patrice Talon est de nature à ne pas trop parler ou bien répéter tout ce qu'il a prévu. C'est un monsieur qui travaille méthodiquement. Et j'en veux pour preuve que c'est un monsieur qui corrige le mal en profondeur. L'exemple de Karim Maman où il y a eu quelques embarquements qui ont été... Mais voilà un gouvernement qui a pris son temps, qui a essayé de revoir le problème et a posé des bases solides. Par exemple, on dit désormais des embarcations qui ne respectent plus les normes ne doivent plus être prises en compte. En dehors de ça, il faut que des gilets soient
mise à disposition des passagers et tout. Voilà quand même des solutions durables pour corriger un problème, plutôt que d'être un gouvernement secouriste. On vient, on essaie d'apaiser les populations et tout. Voilà. 3 jours après, le même problème recommence. Très bien. Le second sujet d'actualité, c'est le prolongement de la fermeture des frontières nigérianes. Nous allons parler de la posture du Bénin. Latifou Boni, depuis des mois, nous voyons ce qu'il en est de la fermeture de ces frontières nigérianes et le Bénin et les mesures que le gouvernement a prises jusqu'à ce jour. Quelle appréciation vous pouvez faire? Non, dis déjà qu'on entend beaucoup plus les gens réagir que on ne voit le gouvernement agir, c'est être juste. Alors, les gens qui réagissent, des Béninois qui s'interrogent, qui réagissent, qui commentent, bien évidemment, voudraient que le chef de l'État, on va dire, peut-être même s'agenouille ou se couche pour supplier. Non, là, il faut dire aux gens que la diplomatie n'est pas aussi simple que ça. Il s'agit de 2 nations, chacune concentrée sur ses réalités, concentré à résoudre ces problèmes, à la fois problèmes d'aujourd'hui, ces problèmes qui concernent l'orientation à long terme de sa politique, donc on va dire des pays souverains, chacun donc s'occupant de son destin. Alors, le Nigeria qui prend une décision souveraine de boucler ses frontières avec le Niger et le Bénin, ouvrir ce qu'il veut, c'est le Nigeria. Il n'y a pas, on a vraiment pas trop à on va dire, supplier en réalité, parce que de toutes les façons, vous n'avez rien fait pour que cette nation décide en réalité de boucler. C'est vrai que des raisons ont été évoquées. C'est vrai qu'un certain nombre d'éléments ont été soulignés, des éléments, une fois encore vrais. Ces éléments-là même, si vous lisez, on aime fouiller, vous verrez que certains Béninois, même parfois à certains niveaux de responsabilité, n'ont même pas attendu le Nigeria pour demander qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi comment? Qu'il en soit comment plutôt? Oui. C'est que nous puissions établir de commerce, que nous puissions échanger, mais en toute responsabilité avec le Nigeria. On ne peut pas être adossé au Nigeria, mais dans l'illégalité, je veux dire, dans ce commerce-là informel. Ça nous pénalise. Au même moment, ça pénalise les autres. Ils peuvent à tout moment nous prendre pour prétexte de leurs difficultés. Ce grand Nigeria, qu'on imagine aussi, on va dire, prospère, ne peut quand même pas, on va dire, justifier ces problèmes économiques par nous, nos petits échanges. Et je pense que aujourd'hui, ce qui nous arrive peut être lu de toutes les façons que nous sommes en train de lire, hein, de toutes les façons que nous sommes en train de voir les gens écrire. Mais ça peut aussi avoir une certaine lecture responsable. À la fois, à savoir que c'est l'occasion pour nous de trouver une réponse, on va dire, responsable aux relations que nous devons avoir avec le Nigeria. Relations responsables, c'est notamment fragiliser, freiner le commerce informel, freiner les échanges informels. Et ça, je pense que les autorités sont à la quête de ces solutions-là. Et que c'est vrai que nous voulons des réponses criardes, bruyantes, mais le ministre Agwenochi l'a rappelé quand il en a eu l'occasion. Le contact entre Nigériens responsables et responsables béninois n'a jamais été rompu. Les échanges continuent. Ça a commencé à Tokyo, au Japon. Ensuite, il y a eu la rencontre de Ouagadougou. De toutes les façons, à tout moment où il y a eu d'occasion, les deux côtés se sont rencontrés. Je pense que se sont parlé. Mais je pense que le Nigeria est dans une dynamique qui ne tient pas compte forcément de nos cris de cœur. Ça, c'est leur décision. Ils sont souverains. Oui. Maintenant,
quelle attitude alors avoir face à tout ça? J'espère que j'aurai l'occasion encore de parler. Il n'y a pas de souci. Roosevelt Noumédon, beaucoup avaient pensé, soit au niveau local ou à l'international, que le Bénin ne pouvait pas s'en sortir sans le Nigeria. Quelle est votre appréciation, votre regard sur la gestion faite par le gouvernement? Moi, je pense que c'est une gestion responsable parce que, moi, je dis, c'est maintenant que nous avons quand même un État responsable. Parce que on ne peut pas être à tout moment, même si celui avec qui vous collaborez, vous avez comme impression que cette personne a une certaine longueur d'avance sur vous, mais ce n'est pas le moment pour vous quand même de vous courber, de vous agenouiller. Non, quand vous vous mettez systématiquement en position de demandeur, de quémandeur, on vous traite comme tel. Et je pense que aujourd'hui, la politique du gouvernement fait partie de notre débat récent où, à l'horizon 2021, nous aurons plus de, si j'ai bonne mémoire, plus de 20 tonnes, non, ou bien 50 tonnes de riz. Oui, 1 million de tonnes. Voilà, 1 million de tonnes de riz. Voilà, c'est quand même une politique à court moyen et long terme. Et je pense même que le président Patrice Talon, le gouvernement de la rupture, a déjà prévu cette situation et était même déjà sur la piste pour pouvoir corriger un certain nombre d'imperfections. Pour que, même si cette situation n'arrivait pas en cette période, et nous puissions quand même être à même de contrer cette situation à l'avenir. Et je pense même aujourd'hui, soyons réalistes, ceux-là qui vivent de ce secteur, ceux-là qui vivent des échanges avec le Nigeria en souffrent et vivent véritablement du mal. Mais je pense que s'il faut souffrir d'un mal pour pouvoir corriger les racines d'un problème, pour qu'à l'avenir, ce problème ne soit plus une entrave pour notre développement, je pense que c'est la solution. Et le gouvernement est en train de le faire. Ce qu'il faut davantage serait que les populations, ou bien chaque acteur à chaque niveau de responsabilité, ou tous ceux-là qui sont capables quand même d'aider également le président Patrice Talon dans cette tâche, dans cette négociation, pour que dans un bref délai, cette situation soit corrigée au passé. Pour que moi, je suis dans une logique où si on doit négocier avec le Nigeria, que ça soit genre un partenariat, on négocie de façon claire et nette pour que chacun puisse connaître. Ce n'est pas lorsqu'on a la trempe aussi qu'on fait cette négociation. Moi, je pense pour que chacun sache ce qui lui revient. Il ne faudrait pas que nous soyons dans une position de faiblesse. Non, aujourd'hui, certains disent même parfois que le Bénin est un département du Nigeria. C'est vrai, le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Mais, comme on le dit en fond, monton et monton. Ah, d'accord. Oui. Bon, s'il faut me traduire ça d'abord. Je pense que nous faisons face à une situation douloureuse, ça c'est évident, on le reconnaît, mais douloureuse parce que cette situation-là, nous ne l'avons pas suffisamment, nous n'avons pas accepté la voir venir, alors que nous la sentions venir. On a retardé à prendre conscience du fait qu'elle pourrait venir à n'importe quel moment. Parce que lorsque ça avait été fermé le 20 août, on a entendu dire que c'était pour un délai de 28 jours. Oui, bon, après, on est maintenant, 6 novembre, et on entend que c'est jusqu'au 31 janvier 2020. Ça peut être définitif. C'est pas capricieux, ça? Ça peut être. Non, c'est pas capricieux. En réalité, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Non, cette libre circulation-là, il n'y a que ceux qui ne bougent pas de Cotonou qui croient à ça. C'est ça. Il suffit juste de bouger, d'aller dans n'importe quelle frontière. Vous verrez que la libre circulation, elle est belle à la télé. Mais sur le terrain, mais quand il n'y avait pas de poste de contrôle juste à poser, mais j'ai fait l'expérience. C'est avec un goudin qu'on vous arrête. C'est avec un boudin. Et alors, puis il faut payer. Maintenant, Latif, je pense que il y a même pas, on n'a pas le choix, parce que même tous les Béninois couchés demandant pardon à Boari, si le Nigeria n'est pas prêt,
il ne lèvera pas la fermeture. Ça, c'est un élément. L'autre élément aussi, c'est que quand même, ce n'est pas parce que vous avez un voisin riche et qui prépare toujours les mets, on va dire les plus savoureux, dont vous sentez toujours le bon goût par l'odorat, que vous allez aiguiser toujours votre appétit à la hauteur on va dire, de sa richesse à lui. Il faut aiguiser, il faut ramener, on va dire, le niveau de son appétit à la hauteur de ses avoirs. Et je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria nous l'apprend. Parce que il faut regarder ailleurs, les pays qui ont réussi à se donner ou à donner une identité propre à leur richesse sont ceux-là qui, à un moment donné, ont dû accepter leur petitesse, tout reconstruire, relancer tout dans des bases vraies. Notre richesse, si elle était aussi, on va dire, tributaire de cette collaboration-là, elle était une richesse fausse parce qu'à tout moment, le Nigeria, de toutes les façons, Buhari ou quelqu'un d'autre pouvait prendre cette décision-là. Peut-être que c'est mieux que ça soit venu tôt. C'est mieux qu'on prenne conscience de cette fragilité-là aussitôt pour... Les gens ont parlé d'économie fondamentale. Peut-être que c'est le moment de mettre ça sur la table et de voir comment fondamentalement, effectivement, bâtir notre richesse sur nos valeurs intrinsèques. Parce que cette richesse-là, qui nous fait aussi faibles, aussi dépendants de notre voisin, est la richesse du voisin, pas la nôtre. Voilà, merci beaucoup Latifou Boni, vous êtes journaliste ici à la rédaction de ETD, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à Roosevelt Noumédon, vous êtes journaliste également, promoteur de AOICI Web TV. Voilà, merci d'être passé. On va parler de l'actualité liée à la protection des eaux avec bien sûr